Les impacts et les perspectives de l'exploitation des ressources naturelles au Niger expliquées aux élus locaux de la commune de Kolo. C'est une initiative du groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives du Niger, le GREN. Des précisions dans cette édition. Et puis c'est bientôt la campagne agricole. Nous allons voir dans cette édition un reportage sur le retour des Blavali dans les villages, notamment le village de Djoga situé à quelques encablures de la commune rurale de Torodi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Retenez que vous pourrez suivre en fin de cette édition l'intégralité d'un point de presse animé il y a quelques instants par le ministre de l'économie et des finances, Jules Bayé, sur les multiples réactions et déclarations des syndicats du secteur des finances relativement à la loi portant sur les motivations des agents des régies financières. Vous le suivrez donc à la fin de cette édition. Tout comme vous allez suivre dans le cours de cette édition un extrait d'une déclaration de la coordination régionale ARDR, Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République de la région de Niamey. Une déclaration de mobilisation de ces militants pour se faire recenser à l'occasion du recensement électoral qui va bientôt débuter dans notre pays. Le groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives, le GREEN, a organisé avec le soutien de son partenaire SUCED un atelier ce matin à Kolo, un atelier de formation sur les impacts et les perspectives de l'exploitation des ressources naturelles dans notre pays. On fait le point avec nos reporters Nasser Seydou et Nasser Dantofo. C'est conscient du fait que la gouvernance des ressources naturelles n'est pas la seule prérogative des structures étatiques que le groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger, GREN, organise cet atelier de formation. Ainsi, des élus locaux, leaders religieux et structures de jeunes de la commune urbaine de Kolo sont outillés sur la gestion des ressources naturelles et cela à travers 6 axes. Le contexte général de l'exploitation des ressources naturelles, la participation de l'État dans les industries extractives, la définition des flux de revenus des industries extractives, le mécanisme de gestion des revenus issus des industries extractives, les impacts liés à l'exploitation de l'or et enfin les perspectives et recommandations. En effet, cet atelier est aussi l'occasion pour nous d'évoquer un tant soit peu la réalité vécue par les populations riveraines des sites. Cette réalité, pas du tout réalisante, est pour nous un paradoxe, connaissant la diversité des ressources extractives dont regorge notre pays. Cette rencontre d'une importance capitale pour les participants a été rendue possible grâce au concours de l'ONG SUCED. Si nous avons choisi Kolo comme commune d'intervention pour cette 5e phase, ce n'est pas un fait du hasard. Kolo a été appuyé en 2012 dans le cadre du budget participatif. Ils ont eu à faire la formation, mais on s'est arrêté là-bas et ils n'ont pas pu d'appui. Nous avons décidé cette année de continuer cet appui. Donc si on doit faire seulement le budget participatif, on a vu que ce n'est pas intéressant. Pourquoi ne pas voir tous les contours liés aux ressources naturelles? Savoir le budget participatif à travers les impacts environnementaux. Parce que tout est lié. C'est pourquoi SUCED a décidé à partir de 2015 de recentrer ses efforts sur 5 communes, dont la commune de Kolo. Une initiative vivement accueillie par les autorités municipales de la commune. La commune salue hautement l'initiative de cette formation et trouve en vous des fidèles collaborateurs pour une bonne gestion de l'environnement et une utilisation rationnelle des revenus générés par l'exploitation de nos ressources extractives. Cela témoigne de l'intérêt que vous portez à la problématique du développement des ressources minières et pétrolières de notre pays. Domaine si cher à son Excellence Alhaji Mohamed Issoufou, président de la République. Ainsi, 2 jours durant, cet atelier sera animé par un expert interne au grand profit des participants qui seront plus aptes à s'impliquer dans la gestion des ressources naturelles de leur région.
Comme je vous le disais, le ministre de l'économie et des finances, Jules Bayé, par la voix de son directeur de cabinet, a animé il y a quelques instants un point de presse pour donner sa version sur les interprétations faites depuis quelques temps par les différents syndicats des régies financières de notre pays de la loi de 2003 portant motivation des agents des régies financières de notre pays. Je vous le disais que vous allez suivre l'intégralité de ce point de presse à la fin de cette édition. Mais avant, je vous propose de suivre un extrait donc de cette conférence, de ce point de presse plutôt animé par le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances. En janvier 2003, fut adoptée au profit du personnel du ministère des Finances la loi 2003-01 de 2 janvier 2003 instituant un régime de motivation des agents des régies financières. L'article 5 de cette loi donne compétence exclusive au ministre chargé des Finances pour en déterminer le mode de répartition par arrêté. En l'espace de 6 mois, il y a eu 2 arrêtés abrogés et un 3e pris qui est encore en vigueur, mais n'a jamais donné satisfaction aux bénéficiaires. Cet arrêté renvoie les modalités de répartition des régimes de motivation à un procès verbal non prévu par la loi. Depuis ce temps, il y a eu régulièrement des contestations sur ce mode de répartition qui consacre 70% des remises aux administrations fiscales sur les recettes qu'elles recouvrent et seulement 30% à toutes les autres administrations du ministère des Finances. Cette répartition a été contestée par tous les syndicats, exception faite du Sinaï, ce qui a amené l'administration à entreprendre des négociations en vue de trouver une solution équitable. Un projet d'arrêté plus conforme à la loi avait alors été soumis à l'appréciation de toutes les parties, mais fut rejeté par le Ben Sinaï. C'est alors que ce dernier a soumis le 10 février 2015 un mémorandum à son Excellence le Président de la République pour fustiger la révision de ce mode de répartition. Ce mémorandum fut transmis à son Excellence Monsieur le Premier ministre, lequel a instruit le ministre des Finances pour trouver des solutions idoines aux préoccupations soulevées. Voilà, vous suivrez donc l'intégralité de ce point de presse à la fin de cette édition. La coordination régionale de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, ARDR, a donc rendu public cet après-midi une déclaration dans laquelle elle appelle l'ensemble de ses militants au niveau de la région de Niamey, donc de se faire recenser pour les prochaines élections à l'occasion de l'opération de recensement électoral qui débute en principe le 3 juin prochain. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration lue par le coordinateur régional de l'ARDR, Soumana Sanda. Il était question pour nous de venir échanger avec nos militants pour les entretenir sur les différentes pièces qui devraient leur permettre de se faire inscrire sur les listes électorales et aussi sur la possibilité de se faire inscrire par témoignage au cas où il n'aurait pas une des pièces exigées. Il était aussi question pour nous, compte tenu des informations que nous avons de la part de beaucoup de sources en ce qui concerne des fraudes qui seraient en préparation de créer les conditions avec nos militants pour empêcher à ce que le choix souverain de nos militants ne soit volé le moment venu. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que, au niveau de la région d'abord, ensuite au niveau des communes et des différents quartiers de la région de Niamey, qu'il soit mis en place des structures de veille dont la mission essentielle va consister à surveiller les opérations de recensement, à dénoncer tout comportement suspect
de la part, n'est-ce pas, des agents recenseurs ou en tout cas d'individus qui tenteraient de faire inscrire ceux qui n'ont pas droit de l'être. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons, dans le cadre de cette activité, réuni nos militants au niveau de la RDR. Et Dieu merci, le message est bien passé parce que déjà avant l'Assemblée générale de ce jour, au niveau des différentes coordinations communales, des réunions ont été tenues et les militants à la base étaient déjà informés de la question. Soutenir les actions du président de la République dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Renaissance à travers diverses activités, c'est l'objectif que s'est fixé une jeune structure dénommée CSJ Renaissance, Comité de soutien des jeunes unis pour la Renaissance du Niger. Je propose de suivre le résumé de quelques-unes de ces activités du CSJ Renaissance avec Nasser Dantouf. Le comité de soutien des jeunes unis pour la Renaissance se veut une structure apolitique, à but non lucratif. Il décide tout de même, au vu de la pertinence de l'idéal du président Issoufou Mamadou, d'accompagner son œuvre à travers diverses activités, comme cette formation en fabrication de compost naturel. Nous avons débuté depuis le 25 janvier à Kosseï et maintenant aujourd'hui nous sommes à Gabougoura. Donc nous avons pris l'engagement, Inch'Allah, de former 700 jeunes aux alentours du premier arrondissement. L'objectif de cette formation, c'est pour lutter contre l'insuffisance alimentaire. Lors du discours du président de la République, lors de son investiture, il a appelé tous les Nigériens de venir aussi avec lui pour construire le Niger. Donc au nom de la Renaissance, nous aussi, nous sommes avec notre président. Dans le cadre toujours de ces activités d'accompagnement des actions du chef de l'État, le CSJ Renaissance a réuni plusieurs marabouts pour une séance de lecture du Saint-Coran. Nous avons organisé cette cérémonie pour invoquer le Tout-Puissant, le Miséricordieux, afin qu'il nous puisse sa gratitude à la protection de nos soldats qui sont en guerre contre Boko Haram. Et ensuite, la maladie, l'épidémie qui est là actuellement, et que Dieu nous écarte de ça. Et nous souhaitons encore à ce que Dieu nous donne une saison de pluvieuse abondante. Autre action du CSJ Renaissance, c'est cette idée qu'elle voudrait partager avec plusieurs acteurs dans le but de parvenir à une loi au Niger qui va protéger les victimes des accidents de circulation. Nous avons de 24 à 28 cas d'accidents graves sur la circulation routière présentement par semaine. Donc si on prend par semaine les plus grands accidents graves, donc voyons ce que ça peut faire. Donc vu la mortalité des accidents routiers et vu le taux des handicapés, vraiment si la partenariat du gouvernement avec les sociétés d'assurance, nos élus plutôt de l'Assemblée, si vraiment ils ont pris acte de cette proposition, nous pensons bien que nous allons réduire les accidents. Le comité de soutien des jeunes unis pour la Renaissance entend mener d'autres actions pour accompagner le programme du président de la République. Journée festive aujourd'hui à l'Institut nigérien d'enseignement technologique INET, une fête de fin d'année pour marquer donc les activités académiques de l'année 2014-2015 qui a enregistré une participation massive des étudiants et des responsables, mais aussi du corps professoral de cette institution. Je propose de suivre le résumé de cette fête scolaire à l'INET avec nos reporters Aboubakar Souley et Nafissa Adamou Sirfo. L'Institut nigérien d'enseignement technologique INET est en fête. En effet, après une année sûrement éprouvante pour beaucoup, l'heure est maintenant au repos. Élèves, étudiants, corps administratifs se sont retrouvés au sein de leur institut pour fêter la fin de l'année académique 2014-2015. Occasion saisie par le directeur général de l'INET de réitérer sa profonde gratitude aux étudiants, parents d'élèves, professeurs et partenaires pour leur fidélité à son institut qui est bien positionné sur le plan national. Ce que vous entendez ou que vous voyez à la télé ou à la radio n'est que la publicité.
Et la publicité ne précise pas que l'école est sérieuse ou performante. C'est juste un moyen de se faire connaître. Mais je vais vous parler d'un cas récent et concret. En avril dernier, une équipe tunisienne est venue au Niger qui voulait créer une grande école internationale en partenariat avec une école nigérienne. Ils ont fait leur étude et sur la quarantaine d'écoles, ils ont retenu 4, dont l'INET. Moment solennel de réjouissance, les fêtes de fin d'année créent une ambiance particulière au sein des établissements et permettent aux étudiants de renouer avec les bons réflexes de convivialité. C'est vraiment un sentiment de joie, une grande joie de nous retrouver entre camarades, entre anciens élèves, entre professeurs aussi, pour fêter ensemble et c'est vraiment bon. L'INET, c'est vraiment comme le nom l'indique, c'est l'innovation en continu. On a beaucoup appris, on apprend encore et on appelle aux autres de venir s'inscrire ici. C'est vraiment une bonne école, moi je ne regrette pas. L'enseignement est de qualité et les professeurs sont sympas. Chant, sketch, défilé, animation orchestrale étaient les principales maîtres mots de cette fête de fin d'année à l'INET. Pour rappel, l'INET est un institut d'enseignement technologique créé en 2004 et comporte 3 niveaux d'enseignement, à savoir le niveau moyen, le premier cycle du supérieur et le second cycle du supérieur. L'INET, c'est l'innovation en continu. En mission dans le département de Torodi, une de nos équipes s'est intéressée au retour des exodants dans les villages environnants où les premières pluies sont vivement plutôt attendues à la veille de cette campagne agricole. Nos reporters étaient plus précisément dans le village de Yoga, un village situé à quelques encablures de la commune de Torodi. Michel Deji et Nasser Sedou. Situé à 5 km de Torodi, le village de Yoga est une agglomération qui a la particularité de se vider de la quasi-totalité de ses bras valides chaque année au profit de l'exode vers d'autres pays de la sous-région. En cette approche de la saison des pluies, c'est le retour au Belkaï qui commence. kediago hinen go kigay din nge kediago te imame ge kibre yamano zam yamma albarka ko ngan go kil irwo labo jere labo ago awone albarka asikiriyari ifo se labo albarka asikiriyari hun kuno nungu wonsino nonge bore badu nonge kambore badu nonge mo konen kediamo asikube da sintin askutonendi wara sinde kekino yar ngada gonde keki gi ngorim keki ne wo mi wala abinda kan ne o sindike ki sonka kalim ko yamma imingai wande bankara imingai murade feri porfo yanga kaydi gangi kaydi yinka yanka isika iwonoji dibora gonda agsamba. Selon les autorités municipales en charge de cette entité administrative, cet exode massif constitue un problème recrudescent qui a des causes multiples. Les pluies sont mal réparties dans le temps et dans l'espace. C'est ça le problème. On n'arrive pas à avoir une très bonne récolte. Mais deux fois, si les pluies s'améliorent, vous voyez qu'on peut avoir des pluies et des récoltes vraiment satisfaisantes. Donc le problème n'est pas à ce niveau. Je dis bien que c'est un problème surtout de mentalité. Ils ont hérité ça, l'exode là. Vous revenez ici pendant la saison froide. Et d'octobre, novembre, décembre, jusqu'à janvier, deux fois jusqu'en février, les gens produisent tellement du maïs à Yoga. Parce que nous avons de l'eau en quantité suffisante, l'eau souterraine. Il faut les appuyer dans ce sens. Pour le maire de Torodi, une campagne de sensibilisation doit être menée afin d'amener les habitants de ce village à s'intéresser à des activités génératrices de revenus pouvant leur permettre de contribuer efficacement au développement socio-économique de ce village peuplé d'environ 5000 personnes. Notre reportage dans cette édition, il est consacré au commerce des calebasses. Les calebasses, ces objets utilitaires utilisés dans plusieurs contrées de notre pays. Le commerce des calebasses dans la commune de Hamdallah est un reportage signé Halidou Bourema et Assoumana China.
Le commerce de calebasse se fait généralement dans les marchés ruraux. Utilisé pour embellir les maisons, la calebasse sert aussi d'ustensile de ménage, notamment dans les villages. Un tour au marché de Hamdallaï nous a permis de nous intéresser au commerce de cet objet naturel. Nous achetons les calebasses en gros pour les revendre. Pour les moyennes, le prix varie de 900 à 950 francs l'unité. Pour les plus grandes, c'est de 1700 à 2000 francs. Pendant l'hivernage, les prix des calebasses augmentent. Cela fait 15 ans que je suis dans ce commerce. Des fois on gagne, des fois on perd. Car on découvre des calebasses qui sont à mauvais état parmi celles qu'on achète en gros. En matière du commerce de calebasses, les clients sont surtout des femmes. Wallahi ai wo kai da falen zam so an ne sa zangu ta kin da waigu lalle ma ai wo ai ganda hanga sin fo kana dai zambar fu aho ai ko safano hay na ga faru woni wo be riguma sai asiduru aho. La calebasse est également utilisée dans la fabrication de certains instruments de musique traditionnels, surtout en Afrique. Sans transition, nous allons donc passer à l'actualité hors de chez nous. Areva, le géant du nucléaire français, vous le savez, a annoncé il y a quelques semaines des pertes records de près de 5 milliards d'euros en cette année 2015, mais également la suppression de 6 000 emplois dans le monde. Le Niger, grand fournisseur d'uranium de la société Areva, est bien évidemment concerné par cette suppression d'emplois. On parle d'environ de la disparition de 2 000 emplois. C'est une immense déception du côté d'Areva comme pour ses personnels licenciés. Présente au Niger depuis des décennies, Areva vient de se séparer de 189 salariés de la future mine géante d'Imouraren qui devait permettre au Niger de se hisser parmi les premiers producteurs d'uranium du monde. Le site d'Imouraren, grand comme la ville de Paris, a été mis sous cocon et sera complètement fermé fin mai. À Agadez, les anciens conducteurs de travaux ont la gueule de bois. Recrutés il y a 7 ans sur les bancs du lycée, les voici au chômage. J'avais projeté de faire beaucoup de choses, mais hélas, donc maintenant je ne sais pas. Après ça, c'est toute ma vie qui part en vrille. Son collègue Ahmed Sabit est dans le même désarroi. L'entretien qu'on avait eu au début, ils nous ont dit que c'était parti pour au moins 40 ans, jusqu'à la retraite. Ahmed a pris femme, eu un bébé, il lui faut maintenant imaginer une autre vie. Le plan social a prévu des accompagnements, mais les agents voudraient plus et des négociations se poursuivent autour d'une prime de fin de chantier. El Hadj Tambari, père de 2 fillettes et représentant du personnel, insiste, lui, sur la responsabilité sociale d'Areva dans une région particulièrement sensible. C'est des enfants issus de familles pauvres, c'est des nomades, c'est des conducteurs de chameaux que Imouraren et Areva a transformés en conducteurs d'engins qui n'existent pas dans des autres sociétés. Areva, de son côté, estime avoir mis en œuvre un plan social exemplaire. Les décisions stratégiques ont été prises de concert entre le groupe et les autorités nigériennes, alors que le cours de l'uranium a été divisé par 2 en 3 ans. Le porte-parole d'Areva au Niger explique. Aujourd'hui, l'offre d'uranium est excédentaire par rapport à la demande. La mise en exploitation de la mine d'Imouraren dans ces conditions actuelles conduirait à une exploitation à perte et pénaliserait également les autres mines du pays. Imouraren est une belle et grande mine qui verra le jour dès que la remontée des cours le permettra. L'horizon est fixé à 2025, peut-être avant. Pour le moment, toute la filière est en crise. Les 2 autres sociétés d'Areva enregistrent des pertes. Au lendemain de sa réélection pour un 5e mandat à la tête de la puissante FIFA, le Suisse Joseph Sepp Blatter a contre-attaqué ce matin dans une télévision suisse. Il dénonce notamment la haine venue de l'UEFA, l'organisation du foot européen, notamment de son président, le Français Michel Platini. Joseph Sepp Blatter, qui n'envisage pas une seule minute de démissionner, s'est plutôt dit également choqué par les accusations de la justice américaine. Il y a le temps des accolades et des sourires de circonstance, puis celui de la contre-attaque. Acte 1, maintenant réélu pour 4 ans à la tête du football mondial, Joseph Blatter sort du silence chez nos confrères de la radio-télévision suisse. Il règle ses comptes avec les ennemis d'hier qui seront peut-être encore ceux de demain. C'est une haine, non pas seulement d'une personne de l'UEFA, ça vient de l'organisation de l'UEFA qui n'a pas compris qu'en 1988, je suis devenu président. À Platini, vous pardonnez ? Écoutez, je pardonne à tout le monde, mais je n'oublie pas. Voilà donc pour le football européen. Il n'oublie pas au passage d'égratigner le comportement de la justice américaine à 2 jours de sa réélection. Une bien curieuse coïncidence pour le patron de la FIFA,
avant de passer à l'acte 2. C'était dans la matinée, face à la presse internationale. La FIFA doit sortir de la tempête. Pour cela, il joue les rassembleurs. Jamais il ne prononcera le mot corruption. Je prends la responsabilité, mais je vais la partager immédiatement avec le comité exécutif. Il choisit alors de mettre en avant l'image d'un sport universel à même de réconcilier Palestiniens et Israéliens le temps d'un congrès. Il insiste sur le rôle joué par la FIFA dans la lutte contre Ebola en Sierra Leone. Bref, tout va bien sur la planète football, la tempête semble s'éloigner jusqu'à l'intervention de la presse anglo-saxonne, comment dire, pour le moins directe. On nous parle d'un détournement de 10 millions de dollars, c'était vous ? 10 millions de détournements avec vous à la tête de l'organisation, c'est de l'incompétence ou de la négligence intentionnelle? Est-ce que vous risquez d'être arrêté? À chaque fois, la réponse est lapidaire. Laissons les enquêteurs faire leur travail. Et définitivement, ce n'est pas moi. L'acte 3 se déroule outre-Atlantique avec le New York Times qui a rencontré le patron des enquêteurs du fisc américain. Richard Weber le dit, il faut s'attendre à une nouvelle vague d'inculpation. Voici donc, comme annoncé, la partie magazine consacrée à l'intégralité du point de presse animé il y a quelques instants par le directeur du cabinet du ministre de l'économie et des finances en réaction aux multiples déclarations et grèves des syndicats des régies financières relativement à cette loi qui date de 2003 qui donc évoque la question des motivations des agents des régies financières. Je vous propose donc de suivre l'intégralité de ce point de presse. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Merci de l'occasion que vous me donnez pour apporter des éléments d'éclaircissement à l'endroit des citoyens nigériens par rapport à la campagne médiatique sur fond d'insultes, d'outrages et de diffamation du Ben Sinaï à l'endroit de la personne du ministre des Finances et de ses principaux collaborateurs. Permettez-moi d'abord de faire la genèse de la prime de motivation accordée aux agents de l'administration des finances et de sa répartition. Il faut rappeler qu'au sein du ministère des Finances cohabitent 5 syndicats, dont celui des agents des impôts, à savoir le syndicat national des agents de douane, SNAD, le syndicat national des agents du trésor, SNAT, le syndicat national des agents des finances, SNAF, et le syndicat national des employés des finances, SINATEF. En janvier 2003, fut adoptée au profit du personnel du ministère des Finances la loi 2003-01 de 2 janvier 2003 instituant un régime de motivation des agents des régies financières. L'article 5 de cette loi donne compétence exclusive au ministre chargé des Finances pour en déterminer le mode de répartition par arrêté. En l'espace de 6 mois, il y a eu 2 arrêtés abrogés et un 3e pris qui est en cours, qui est encore en vigueur, mais n'a jamais donné satisfaction aux bénéficiaires. Cet arrêté renvoie les modalités de répartition des régimes de motivation à un procès verbal non prévu par la loi. Depuis ce temps, il y a eu régulièrement des contestations sur ce mode de répartition qui consacre 70% des remises aux administrations fiscales sur les recettes qu'elles recouvrent et seulement 30% à toutes les autres administrations du ministère des Finances. Cette répartition a été contestée par tous les syndicats, exception faite du Sinaï, ce qui a amené l'administration à entreprendre des négociations en vue de trouver une solution équitable. Un projet d'arrêté plus conforme à la loi avait alors été soumis à l'appréciation de toutes les parties, mais fut rejeté par le Ben Sinaï.
C'est alors que ce dernier a soumis le 10 février 2015 un mémorandum à son Excellence le Président de la République pour fustiger la révision de ce mode de répartition. Ce mémorandum fut transmis à son Excellence Monsieur le Premier ministre, lequel a instruit le ministre des Finances pour trouver des solutions idoines aux préoccupations soulevées. Le 27 février 2015, soit quelques jours après, 3 autres structures syndicales du ministère, notamment le Syndicat national des agents de finances, le Syndicat national du Trésor, le Syndicat national des employés des finances, ont à leur tour envoyé au ministre des Finances une note dans laquelle elles dénoncent le mode actuel de répartition des remises qu'elles estiment non conforme à la loi. Pour répondre aux instructions de son Excellence le Premier ministre, le ministre des Finances a sollicité l'avis du Conseil d'État conformément aux dispositions des articles 137 à 140 de la Constitution, ainsi que celle de la loi organique 2003-02 relative au Conseil d'État, pour apporter son éclairage sur la légalité du mode actuel de répartition de la prime de motivation dite ristourne. Notamment, l'arrêté 308 MFE du 15 septembre 2003 suit évoqué. À toute fin utile, l'article 137 de notre Constitution stipule: le Conseil d'État est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge de l'excès de pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressort, ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs. En réponse à la requête du ministre, le Conseil d'État lui a notifié son avis numéro 003-15 du 13 mai 2015, dont voici une copie que je tiens à votre disposition. Cet avis statue que l'arrêté numéro 308 MFE du 15 septembre 2003 déterminant les modalités de répartition de la ristourne de 2003 à nos jours n'est pas conforme à la loi numéro 2003-01 du 2 janvier 2003 instituant un régime de motivation des agents des régies financières. Les 2 autres arrêtés qu'il a abrogés ne respectent pas non plus la loi susvisée. Un arrêté d'application ne saurait en aucun cas introduire une discrimination entre les agents du ministère des Finances, puisque non consacrés par la loi. Le Conseil d'État a expressément dit que l'administration en général et celle des finances en particulier constituent une équipe dont tous les acteurs contribuent, chacun dans son domaine de compétence, à la mobilisation de ressources pour le financement du budget. Une différence de traitement tenant à la seule appartenance à telle ou telle autre régie, telle que pratiquée, ne ressort pas de la loi. Les seuls critères à prendre en compte définis par l'article 4 de cette loi sont ceux du grade, de la fonction, du rendement et de la discipline. Conformément à l'article 5 de cette loi, l'arrêté portant modalité de répartition de la ristourne demeure la compétence exclusive du ministre des Finances. Contrairement à la pratique consacrée depuis 1903, les structures syndicales n'ont reçu de la loi aucune compétence dans la répartition des montants de la ristourne. C'est cet avis
juridiquement motivée par la plus haute instance judiciaire dans le domaine d'appréciation de la légitimité des actes administratifs que le Ben Sinaï conteste. Faute d'arguments juridiques convaincants, le Ben Sinaï n'a trouvé que la voie de la délation par presse interposée. Si la liberté syndicale est reconnue par la Constitution et la loi 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État, celle-ci doit s'exercer dans le respect de nos lois et règlements. Permettez-moi enfin de lever certaines équivoques contrairement aux allégations du Ben Sinaï. Tout d'abord, le ministre a effectué 3 passages et non 2 à la tête de la DGI. De 1986 à 1988, en mission pour la mise en vigueur de la TVA. Un deuxième séjour en mission de décembre 1993 à septembre 1996, après la fin de son mandat comme contrôleur financier à la CEDEAO. À noter qu'à son arrivée, la clé de répartition des produits des amendes et pénalités communément appelées 06, revenant aux agents de la DGI, ne reposait sur aucune base réglementaire. Il a dû prendre un arrêté pour régulariser la situation en consacrant la clé de répartition qu'il a trouvée. Par souci de transparence, le ministre des Finances ne voit pas d'inconvénient à ce que les états de répartition de remise de cette époque soient publiés ainsi que ceux des années 2012 à 2015. Enfin, un troisième séjour d'avril 1999 à janvier 2000. Je vous laisse donc apprécier de vous-même les raisons qui ont motivé ces 3 passages à la tête de cette structure. Vous pouvez également déduire que la loi portant régime de motivation étant promulguée en janvier 2003, soit 3 ans après son dernier passage, il n'a pas eu à l'appliquer contrairement aux allégations de Ben Sinaï. Comme vous avez pu le constater, le 25 mai 2015, les 4 autres syndicats du ministère, à savoir le SNAF, le SNAD, le SNAT et le SINATEF, ont librement rendu publique une déclaration commune à travers laquelle ils exigent l'application de la loi conformément à l'avis donné par le Conseil d'État. Il est de jurisprudence constante en droit administratif qu'il ne peut y avoir de droit acquis au maintien d'une illégalité. Enfin, à titre d'information, sachez que les ministres en charge des finances ne sont pas concernés par les remises dont il s'agit.